L'humain défendait les petits extraterrestres. Leur chef lui avait assigné une mini-femme, le laissant stupéfait. L'univers avait un sens de l'humour tordu. C'est ce qu'Oliver Kincaid pensait en serrant le dernier boulon du régulateur atmosphérique. Il y a seulement 3 mois standard, il était un mécanicien respecté sur la station orbitale Jupiter, et maintenant il réparait des équipements sur cette planète minière isolée, pendant que des vautours d'entreprise tournaient au-dessus de lui. Des vautours littéraux, dans le cas des recticorporations exécutives aviaires. Et Kincaid, tu as presque fini avec ce régulateur. Foreman Drax rugit de l'autre côté de la plateforme poussiéreuse, ses avant-bras gesticulant avec impatience. La peau grise et cuirassée du centaurien brillait d'un éclat de sueur huileuse sous le soleil ardent. L'équipe d'extraction a besoin que ces filtres atmosphériques soient opérationnels avant de commencer à tirer demain. Oliver essuya la sueur de son front, laissant une traînée de graisse sur son front bronzé. Mesurant 6 pieds en 3 avec des épaules larges et le genre de muscles qui provenaient d'un véritable travail plutôt que de séances de vanité dans une salle de sport. Il avait une silhouette imposante même dans la combinaison grise standard de la société d'extraction de ressources Recti. Et en tant que seul humain employé par le conglomérat extraterrestre notoirement spéciste, il se distinguait comme une supernova dans une nébuleuse sombre. Presque là, il a rappelé, sa voix profonde portant facilement à travers la distance, « Mais tu devrais peut-être dire à l'équipe d'extraction de patienter. Il y a quelque chose de bizarre avec ces relevés ?» Drax a piétiné, ses 4 bottes soulevant de la poussière à chaque pas lourd. « Bizarre comment ? Nous avons un emploi du temps, humain. » Oliver pointa son pad de diagnostic. Ces échantillons atmosphériques montrent des traces de composés carbonés complexes et regardez ces signatures énergétiques. Il désigna la chaîne de montagnes qui se profilait au loin. Ce sont des sommets pourpres rougeâtres qui se dressent de manière spectaculaire contre le ciel vert pâle. Je pense qu'il pourrait y avoir une conférence sur la science à sauver. Drax l'interrompit, coupant 2 de ses mains d'un geste désinvolte, tandis que l'autre paire était croisée sur sa poitrine. Recti a payé une bonne somme pour les droits miniers de ce rocher. Votre travail est de réparer l'équipement, pas de jouer au xénobiologiste. Alors que le centaurien s'éloignait, le regard d'Oliver s'attarda sur les montagnes. Quelque chose n'allait pas. Les enquêtes préliminaires avaient classé cette planète comme inhabitée. Mais ses relevés d'énergie suggérèrent le contraire. Après la fin de son service, la curiosité l'emporta. Il emprunta l'un des skimmers à une personne de l'entreprise et se dirigea vers la chaîne de montagnes. Le véhicule bourdonnait doucement alors qu'il glissait sur le terrain extraterrestre. Un paysage de sol couleur rouille et de végétation tordue étrange qui semblait pulser d'une lumière intérieure. Alors qu'il s'approchait des montagnes, les capteurs des skimmers commencèrent à détecter davantage d'anomalies, des signatures énergétiques définies, trop régulières pour être naturelles. Il guida le véhicule dans un étroit canyon, les parois s'élevant à des centaines de pieds de chaque côté. C'est alors qu'il les vit. Au début, Oliver pense qu'ils étaient des enfants, des figures humanoïdes se faufilant le long de ledges étroits dans le canyon. En arrêtant le skimmer et en améliorant le flux visuel, il réalise qu'ils sont des adultes de leur espèce. Mesurant environ 4 pieds de haut, avec des silhouettes élancées et une peau couleur d'un ciel terrestre clair, ils se déplacent avec une précision gracieuse le long d'un réseau complexe de chemins. « Putain !» murmura-t-il en regardant d'autres d'entre eux émerger des ouvertures dans la paroi rocheuse. Une ville entière sculptée directement dans la montagne, une ville qui se trouvait directement dans la zone de détonation prévue pour l'opération minière de demain. Les protocoles du traité galactique étaient clairs. Si une vie sentiente indigène était découverte, toutes les opérations devaient cesser en attendant une évaluation anthropologique xénologique complète. Mais il avait été autour des Recti assez longtemps pour savoir ce qui allait vraiment se passer. Les rapports seraient imperdus, les échantillons seraient contaminés et l'extraction se poursuivrait comme prévu. Il était encore en train de délibérer sur son prochain mouvement lorsque la décision fut prise pour lui. Un cri aigu remplit l'air, et 3 élégants skimmers de sécurité d'entreprise zoomèrent dans le canyon, les systèmes d'armement déjà en cours d'activation. Chacun était piloté par un membre de la force de sécurité Recti, des sauriens reptiliens avec des exosquelettes renforcés et des capacités de ciblage naturelles qui les rendaient parfaits pour le travail de sécurité. Attention population indigène. Une voix mécanisée résonne depuis le skimmer principal.
Cette zone a été désignée pour l'extraction de ressources par la société Recti Resource Extraction Corporation. Vous avez 1 heure standard pour évacuer avant que les procédures de dégagement ne commencent. Oliver regarda avec horreur alors que la panique se répandait parmi les petites figures bleues. Ils n'évacuaient pas. Ils se précipitaient plus profondément dans leur maison de montagne, ne comprenant clairement pas la menace. Sans réfléchir, il mit son skimmer à pleine puissance et le positionna entre les vaisseaux de sécurité et la ville montagneuse. Ceci est Oliver Kincaid, division mécanique Recti. Il a diffusé sur le canal ouvert. Restez en retrait immédiatement. C'est une violation de l'article 7 du traité galactique. Protection des populations indigènes sensibles. Le skimmer de sécurité en tête s'est arrêté. Puis une voix reptilienne dure a remplacé celle mécanique. Écartez-vous, humains, nous avons nos ordres. Et j'ai les miens, répondit Oliver, son doigt flottant au-dessus du bouton de diffusion d'urgence qui enverrait un signal de détresse au poste de patrouille galactique le plus proche. Recule, ou j'appelle les autorités. Un silence tendu s'ensuivit, brisé seulement par le bourdonnement des moteurs. Tu fais une grosse erreur, Kincaid. Le responsable de la sécurité et des excuses finit par siffler. La corporation n'oublie pas. Je ne le fais pas non plus, rétorqua Oliver. Après un moment, les skimmers de sécurité se retournèrent et reculèrent dans le canyon. Oliver savait qu'il reviendrait, probablement avec des renforts, mais il avait gagné un peu de temps. Il guida son skimmer plus près de la paroi de la montagne, cherchant un moyen de communiquer avec les habitants à la peau bleue. Alors qu'Oliver s'approchait, un petit groupe d'extraterrestres s'était rassemblé sur un large rebord, le regardant avec curiosité et appréhension. Il leva les mains dans un geste de paix et sortit lentement de son véhicule. Un extraterrestre, légèrement plus grand, s'avança, arborant des marques élaborées sur sa peau bleue et portant une armure en métal sombre. L'être étudia Oliver avec des yeux intelligents puis fit une série de gestes en direction des véhicules de sécurité qui reculaient. Oui, Oliver hocha la tête, pointant dans la même direction, puis faisant un geste d'arrêt de la main. « Je les ai arrêtés, mais ils reviendront. » Le leader extraterrestre semblait comprendre. Il plaça une main sur sa poitrine et émit un son que le traducteur d'Oliver ne pouvait pas vraiment traiter, puis fit signe à Oliver de le suivre. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant le canyon dans de profondes ombres violettes, Oliver se retrouva conduit au cœur d'une civilisation que jusqu'à aujourd'hui, aucun humain n'avait su qu'elle existait. Les passages à l'intérieur de la montagne étaient une merveille d'ingénierie. Ce qui apparaissait de l'extérieur comme de simples ouvertures de grottes se révélait être les entrées d'un réseau complexe de tunnels, de chambres et de puits verticaux qui semblaient défier les principes architecturaux conventionnels. Une douce lumière ambiante émanait de bandes de bioluminescence intégrées dans les murs, projetant tout dans une douce lueur bleue. Oliver baissa la tête en suivant le leader alien à travers une arche particulièrement basse. Malgré leur petite taille, les gens à la peau bleue avaient aménagé des espaces qui étaient étonnamment accueillants, avec la plupart des couloirs suffisamment hauts pour qu'Oliver puisse marcher droit, même si ce n'était pas entièrement confortable. « Votre maison est incroyable », dit-il, sachant que ces mots ne se traduiraient pas, mais espérant que son ton transmette son admiration. Le leader extraterrestre jeta un coup d'œil en arrière, son expression impassible mais d'une certaine manière satisfaite. Il fit un geste ample avec un bras, englobant la structure environnante, puis pointa plus profondément dans la montagne. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, Oliver remarqua de plus en plus de petits humanoïdes bleus se rassemblant dans les encadrements de portes à l'intérieur des passages pour le regarder passer. Leurs réactions variaient de la curiosité écarquillée à une évaluation prudente, mais aucun ne montrait de peur. Plusieurs jeunes, du moins il supposait qu'ils étaient jeunes, mesurant à peine 1 mètre, s'élancèrent pour toucher sa combinaison avant de s'enfuir en gazouillant d'excitation. Après avoir navigué à travers ce qui semblait être des kilomètres de passage, ils arrivèrent dans une immense chambre circulaire qui coupa le souffle d'Oliver. Le plafond s'élevait à au moins 15 mètres au-dessus de leur tête, formant un dôme parfait. Les murs étaient couverts de sculptures complexes qui semblaient raconter une histoire, avec des figures ressemblant à des extraterrestres bleus, des corps célestes et ce qui semblait être des vaisseaux spatiaux. Mais ce qui dominait la chambre était une colonne centrale de lumière qui s'élevait du sol au plafond, un faisceau d'énergie pure qui pulsait avec un rythme presque semblable à un battement de cœur.
Le leader extraterrestre s'approcha de la colonne et fit signe à Oliver de le rejoindre. Alors qu'Oliver s'approchait, il réalisa que la lumière n'était pas seulement pour le spectacle. À l'intérieur de la colonne, suspendue dans les airs, se trouvaient des dizaines de composants mécaniques complexes, tournant lentement comme s'ils étaient étudiés, ou peut-être assemblés. « Que diable ?» Oliver murmura. Son esprit d'ingénieur s'emballe pour comprendre ce qu'il voyait. Ce n'était pas une technologie primitive. C'était une ingénierie avancée, peut-être au-delà de tout ce que les humains avaient réalisé. Le leader plaça sa main dans la colonne de lumière. Plutôt que d'être blessé, ses doigts bleus semblaient interagir avec l'énergie elle-même. Un instant plus tard, les composants se réarrangèrent, formant ce qu'Oliver reconnut comme un système de propulsion incroyablement sophistiqué. L'extraterrestre se tourna vers Oliver et le désigna, puis désigna la colonne, son intention claire, « À toi de jouer ». Hésitant, Oliver tendit la main vers la lumière. Alors que ses doigts franchissaient le champ d'énergie, une sensation de chaleur et de picotement se répandit le long de son bras. Au lieu de douleur, il ressentait une connexion. L'information inondait sa conscience, non pas sous forme de mots ou d'images, mais comme des concepts d'ingénierie pure. Il comprit soudainement et complètement que c'était un réservoir de connaissances technologiques accumulées au cours de milliers d'années. C'est incroyable. Il respira en tirant sa main à contre-cœur. « Votre peuple a construit cela ?» Le leader secoua la tête et pointa vers le ciel étoilé. « Vous venez d'ailleurs » réalisa Oliver. « Vous n'êtes pas natif de cette planète, un nœud de confirmation. Et cette technologie, elle pourrait nous aider à arrêter les rectis, n'est-ce pas ?» Un autre hochement de tête, plus emphatique cette fois. L'esprit d'Oliver s'emballa avec des possibilités. Avec accès à ce niveau de technologie, il pourrait non seulement protéger ces gens, mais potentiellement révolutionner l'ingénierie humaine. Le système de propulsion à lui seul pourrait faire avancer le vol spatial humain de plusieurs décennies, peut-être de siècles. Le leader extraterrestre a fait une série de gestes en pointant la colonne, puis Oliver, puis en faisant un mouvement qui semblait englober toute la ville montagneuse. « Tu veux partager cela avec moi, avec des humains ?» demanda Oliver incrédule. Le leader hocha la tête, puis plaça sa main sur son cœur avant de l'étendre vers Oliver. En échange de protection, devina Oliver, et reçut un autre hochement de tête. Avant qu'il ne puisse répondre, une agitation éclata à l'entrée de la chambre. Plusieurs aliens bleus se précipitèrent à l'intérieur, discutant avec urgence avec leur leader. Bien qu'Oliver ne puisse pas comprendre leur langue, leur agitation était claire. L'expression du leader s'assombrit. Il se tourna vers Oliver et pointa vers l'entrée, puis fit un geste de coupe à travers sa gorge. « Les corporations reviennent », traduisit Oliver d'un ton sombre, et elle ne prévoit pas de négocier cette fois. Le leader hocha la tête d'un air grave et fit signe à Oliver de le suivre vers une autre partie de la chambre. Là, encastré dans le mur, se trouvait un écran de visualisation qui s'alluma au toucher du leader, révélant une vue extérieure du canyon. L'estomac d'Oliver se serra en voyant non pas 3, mais une douzaine de skimmers de sécurité s'approcher, accompagnés d'un engin de démolition beaucoup plus grand équipé de charges explosives destinées à briser des montagnes, pour faciliter l'extraction minérale. « Ils ne perdent pas de temps, » murmura-t-il. « Nous devons contacter la patrouille galactique. Mais mon communicateur ne pourra pas les atteindre depuis l'intérieur de la montagne. » Le leader alien l'étudia un moment, puis sembla prendre une décision. Il fit un geste vers l'un de ses collaborateurs, qui s'éloigna rapidement, revenant quelques instants plus tard avec ce qui semblait être une petite délégation. Parmi eux se trouvait une figure qui attira immédiatement toute l'attention d'Oliver. Mesurant un peu plus d'1,20 m, elle était clairement de sexe féminin, avec la même peau bleue que les autres, mais avec une luminescence qui semblait briller de l'intérieur. Ses cheveux argentés cascadaient le long de son dos, dans des tresses élaborées entrelacées de ce qui semblait être de minuscules composants métalliques. Contrairement à la tenue pratique des autres, elle portait une robe complexe en matériaux dorés bronze qui épousait sa silhouette étonnamment courbée, avec des leggings sombres hauts qui mettaient en valeur ses jambes élancées. Mais ce furent ses yeux qui l'arrêtèrent vraiment. Grands, en forme d'amande, et d'une couleur violette saisissante qui semblait plonger directement dans son âme. Le leader fit un geste entre Oliver et la femme, prononçant des mots que le traducteur d'Oliver parvint enfin à traiter partiellement. Nia, gardienne du savoir, aide l'humain. La femme, Nia, s'avança et inclina légèrement la tête. « Je parle votre langue, dit-elle.
Sa voix mélodieuse avec un accent qui faisait d'une manière ou d'une autre que l'anglais standard sonnait comme de la poésie. « Mon peuple croit que tu peux nous sauver, Oliver Kincaid. » Un bouclier défensif, Oliver répéta, ses yeux s'écarquillant alors que les délicates doigts bleus de Nia dansaient à travers la colonne de lumière, manipulant les composants suspendus en de nouvelles configurations. Oui, elle a confirmé, ses yeux violets reflétant l'énergie pulsante. Nos ancêtres ont conçu la technologie pour protéger leurs vaisseaux lors des voyages interstellaires. Nous pouvons l'adapter pour englober la montagne. Oliver s'est rapproché, conscient de sa présence. Malgré sa petite taille, le sommet de sa tête atteignait à peine sa poitrine. Il y avait quelque chose d'indéniablement magnétique chez elle. Tiendra-t-elle face à des explosifs de grade militaire? Cela devrait, répondit Nia, en levant les yeux vers lui avec un soupçon de sourire, bien que je ne l'ai jamais testé contre vos armes humaines. Pas mes armes, corrigea Oliver, rendant son sourire. Je suis de votre côté, rappelez-vous. Leurs yeux se croisèrent un instant plus longtemps que nécessaire, et Oliver ressentit un frisson inattendu dans sa poitrine. Il se racla la gorge et se concentra sur la tâche. « Combien de temps pour le rendre opérationnel ?» demanda-t-il. « Avec votre aide, peut-être 1 heure, » répondit-elle en lui faisant signe de placer sa main à côté de la sienne. « Vos connaissances mécaniques accéléreront le processus. » Alors qu'Oliver touchait à nouveau le champ d'énergie, il ressentit une montée d'informations accompagnée d'une sensation chaude et électrique près de la main de Nia. Leurs yeux se rencontrèrent à nouveau, et il savait qu'elle le ressentait aussi. « Votre espèce a des capacités d'adaptation remarquables, » murmura-t-elle, sa voix plus douce qu'auparavant. La plupart des non-luminaries ne peuvent pas du tout interagir avec la colonne de connaissances. « Luminari, c'est ainsi que votre peuple s'appelle ?» Elle hocha la tête. Nous étions autrefois des voyageurs parmi les étoiles avant que notre vaisseau ne soit endommagé, et nous avons cherché refuge sur ce monde. Il y a des générations. Alors qu'ils travaillaient, leurs mains se frôlèrent parfois à l'intérieur de la colonne, chaque contact envoyant une agréable décharge à travers le système d'Oliver. Il se surprit à créer délibérément des raisons pour ces touches et remarqua que Nia faisait de même. Le leader alien, que Nia avait présenté comme le chef Tauren, son père revint avec des nouvelles urgentes. Les forces recti avaient établi un périmètre autour du canyon et préparèrent leur équipement de démolition. « Nous avons besoin de plus de temps, » dit Oliver, la frustration évidente dans sa voix. « Peut-être pouvons-nous leur donner autre chose à penser, » suggéra Nia, ses yeux violets brillant de malice. Elle se tourna vers son père et parla rapidement dans leur langue natale. Après une brève discussion, le chef Tauren hocha la tête et envoya plusieurs guerriers luminiques. « Quel est le plan ?» demanda Oliver. « Une diversion, » expliqua Nia. « Mon peuple connaît ces montagnes intimement. Ils attireront une partie des forces de sécurité pendant que nous complétons le bouclier. » Ils retournèrent à leur travail avec une urgence renouvelée. Alors que les composants du bouclier prenaient forme dans la colonne d'énergie, Oliver se trouva de plus en plus distrait par sa compagne extraterrestre. Ses mouvements étaient gracieux, précis et d'une certaine manière sensuels. Le tissu doré en bronze de sa robe captait la lumière à chaque mouvement, mettant en valeur des courbes qui étaient étonnamment humaines, malgré sa coloration exotique et sa taille diminutive. « Tu continues à me regarder ?» observa Nia sans quitter des yeux leur travail, un sourire jouant au coin de sa bouche. Oliver sentit la chaleur monter à son visage. « Désolé, je ne m'excuse pas. » Elle l'interrompit en croisant enfin son regard. « Je trouve ton attention plaisante. » La franchise de sa réponse le prit au dépourvu. « Oh, eh bien, c'est bien. » Son rire musical remplissait la chambre. « Les humains sont fascinants. Vos esprits sont si complexes. Pourtant, vous avez du mal à exprimer une simple attirance. Est-ce que c'est cela ?» Oliver demanda, sa voix tombant à un registre plus bas. « Attraction, n'est-ce pas ?» Nia rétorqua en s'approchant jusqu'à se retrouver directement devant lui, sa tête inclinée en arrière pour maintenir le contact visuel. « J'ai étudié la physiologie humaine. Votre rythme cardiaque élevé, vos pupilles dilatées, votre température corporelle augmentée, tous les indicateurs d'attraction dans votre espèce. Vous avez surveillé mes signes vitaux. Les luminaries sont naturellement empathiques, expliqua-t-elle. Pas des lecteurs d'esprit, mais nous ressentons les états physiques et émotionnels. En ce moment,
Vous ressentez à la fois de la curiosité et du désir. Oliver avala la gorge. C'est assez précis. Une explosion lointaine secoua la chambre, envoyant de la poussière tomber du plafond. Le moment brisé, ils se tournèrent tous deux vers leur travail avec un nouvel élan. La diversion a commencé, dit Nia. Nous devons nous dépêcher. Ils travaillèrent en silence concentré pendant plusieurs minutes de plus, leurs mains se déplaçant dans des motifs de plus en plus synchronisés à travers la colonne d'énergie. Enfin, Nia fit un geste décisif et les composants se verrouillèrent dans leur configuration finale. « C'est prêt », annonça-t-elle. « Maintenant, nous devons placer les amplificateurs à des points clés autour de la montagne. » Elle récupéra 4 petits dispositifs de l'assemblage terminé et en remit 2 à Oliver. « Tu devras les placer au point d'ancrage du nord-est. Je m'occuperai du sud et de l'ouest. » Nous nous séparons. Oliver demanda, surpris de voir à quel point cette perspective le décevait. « C'est plus rapide », répondit Nia, bien que son expression suggéra qu'elle partageait sa réticence. « Le bouclier ne s'activera pas tant que les 4 amplificateurs ne seront pas en place. » Elle le conduisit à un carrefour où le passage se divisait dans différentes directions. « Suivez les marqueurs bleus jusqu'au point d'ancrage. Ils sont sculptés dans la paroi rocheuse, surplombant le canyon. » Oliver hocha la tête, puis hésita. « Fais attention. »« Toi aussi, » dit Nia doucement. Puis, dans un geste qui les surprit tous les deux, elle se mit sur la pointe des pieds et pressa brièvement ses lèvres contre les siennes. Le baiser d'Oliver fut fugace, mais électrique, envoyant une vague de chaleur à travers son corps. Avant qu'il ne réagisse, Nia s'était retournée et avait disparu dans le couloir. Touchant ses lèvres encore engourdies, Oliver se dirigea vers ses points d'ancrage, son esprit tourbillonnant avec des pensées sur la technologie extraterrestre, les menaces corporatives, et surtout Nia, la femme à la peau bleue et aux yeux violets, qui venait de bouleverser son univers. Le bouclier s'est mis à vibrer avec un pouls résonnant que Oliver ressentait dans ses os. Se tenant au point d'ancrage est, il regardait alors qu'un dôme scintillant d'énergie s'étendait vers l'extérieur depuis chaque amplificateur, les sections fusionnant harmonieusement jusqu'à ce que toute la montagne soit enveloppée dans une barrière translucide qui ondulait de lumière irisée. En bas dans le canyon, les forces réactives s'étaient regroupées après avoir poursuivi l'équipe de diversion luminaire. Leurs tirs d'armes éclaboussaient maintenant sans danger contre le bouclier, se dissipant en éclats d'énergie colorée. Oliver ne put s'empêcher de sourire à la vue des forces de sécurité sariennes frustrées. « Ça a marché !» La voix de Nia résonna derrière lui. Il se tourna pour la voir s'approcher le long de la étroite corniche, ses cheveux argentés fouettés par la brise de la montagne, ses yeux violets brillants de triomphe. « C'est incroyable !» Oliver a acquiescé en désignant le bouclier. « Combien de temps tiendra-t-il ?»« Des jours, peut-être des semaines, » répondit-elle en venant se tenir à ses côtés. « Assez longtemps pour contacter votre patrouille galactique. » Oliver hocha la tête, bien que son attention se soit déplacée du bouclier vers la femme à ses côtés. Leur baiser avant de se séparer avait été bref, mais intense, le laissant avec un désir persistant de plus. Maintenant, se tenant assez près pour sentir la chaleur émaner de sa peau bleue, il avait du mal à se concentrer sur autre chose. « Tu le fais encore ?» observa Nia avec un petit sourire. « Faire quoi ? Me regarder comme si j'étais un système mécanique complexe que tu es impatient de démonter. » Oliver rit. « Ce n'est pas exactement la métaphore que j'utiliserais. »« Non ?» Elle inclina la tête. Son expression était espiègle. « Comment le décrirais-tu alors ?» Avant qu'il ne puisse formuler une réponse qui ne l'embarrasserait pas complètement, ils furent interrompus par l'arrivée du chef Torrent et de plusieurs anciens luminiers. L'expression du chef était solennelle, mais satisfaite alors qu'il contemplait le bouclier. « Vous avez bien agi », dit-il à Oliver. Ces mots étaient maintenant clairement traduits par la technologie que possédait le luminaire. « Notre peuple est en sécurité grâce à votre courage. » C'était un effort d'équipe, répondit Oliver en hochant la tête respectueusement. « Votre fille est brillante. » Le regard du chef se déplaça entre Oliver et Nia. Ses yeux se plissèrent légèrement alors qu'il observait leur proximité. Après un moment, son expression s'adoucit en quelque chose qu'Oliver ne pouvait pas vraiment interpréter. « Viens, » dit le torrent en chef. « Nous devons célébrer cette victoire et honorer notre protecteur humain. »
La célébration se tenait dans une grande salle au sommet de la montagne, où des luminaries étaient rassemblés autour de tables remplies de mets exotiques. Oliver était assis à la table d'honneur, à côté du chef Torrent, avec Nia en face de lui. Le repas était unique, avec des fruits dont les saveurs variaient à chaque bouchée, et des boissons pétillantes qui changèrent de couleur au fur et à mesure de leur consommation. Tout au long du festin, Oliver était pleinement conscient de Nia à ses côtés, sa cuisse frôlant parfois la sienne sous la table, sa main s'attardant parfois en lui passant un plat. Chaque contact envoyait un agréable frisson à travers son corps, et d'après les regards complices qu'elle lui lançait, elle était parfaitement consciente de l'effet qu'elle avait sur lui. Alors que le repas touchait à sa fin, le chef Torrent se leva, levant un gobelet de liquide scintillant. La salle tomba dans le silence. « Aujourd'hui, nous honorons Oliver Concade », annonça le chef, sa voix résonnant dans tout l'espace. Un humain qui s'est opposé à sa propre espèce pour protéger notre peuple. « Pas mon genre », intervint Oliver. « Recti est une corporation extraterrestre. Les humains ne pourraient jamais approuver ce qu'ils font. » Le chef hocha la tête avec appréciation. « Alors nous honorons l'humanité à travers vous, concéda Oliver. Votre espèce a montré qu'elle était noble et courageuse. » Des murmures d'accord ont parcouru l'assemblée. Oliver a ressenti une montée de fierté, non seulement pour lui-même, mais pour représenter l'humanité dans cette situation de premier contact. Dans notre tradition, a continué le chef Torrent, un grand guerrier qui défend notre peuple devient une partie de notre peuple. Il se tourna vers Oliver avec une expression solennelle. « Nous te ferons luminaire. » Oliver cligna des yeux, surpris. « Je suis honoré, mais je ne suis pas sûr comment à travers le lien sacré. » Le chef interrompit en désignant Naya, ma fille. Notre gardienne de la connaissance la plus douée t'a choisi. Un silence tomba sur l'assemblée. Oliver jeta un coup d'œil à Naya, dont les joues s'étaient assombries d'un bleu plus profond, un rougissement qu'il réalisa. « Père », elle commença, mais le chef Torrent leva la main. « J'ai vu la façon dont vous vous regardez, dit-il. La connexion est déjà en train de se former. Il est juste qu'elle soit formalisée. » L'esprit d'Oliver s'emballa. Le chef offrait-il sa fille en mariage? La pensée était à la fois alarmante et pas entièrement indésirable, ce qui le surprenait encore plus. « Chef Torrent, dit-il avec précaution, je suis profondément honoré, mais dans la culture humaine, de tels liens se développent généralement avec le temps, avec un consentement mutuel. Et ne trouvez-vous pas ma fille plaisante ?» demanda le chef sans détour. Oliver sentit la chaleur monter à son visage. « Ce n'est pas... je veux dire, oui, bien sûr, mais alors c'est décidé, » déclara le chef Torrent, levant son gobelet plus haut. « Ce soir, nous célébrons l'union d'Oliver, Kincaid et Naya. » Fille de Torrent, la salle éclata en acclamations et en trilles musicaux que Oliver supposait être l'équivalent luminaire des applaudissements. À ses côtés, Naya posa une petite main bleue sur son bras. « Mon père a de bonnes intentions, » dit-elle doucement. « Mais tu devrais savoir que parmi notre peuple, c'est la femelle qui choisit son partenaire. Si tu ne souhaites pas cela, je vais lui expliquer. » Dans ses yeux violets lumineux, ses traits délicats, l'intelligence et la force évidente dans son expression. Dans le court laps de temps où il l'avait connue, il s'était senti plus attiré par elle que par quiconque qu'il avait rencontré en des années de voyage dans l'espace. « Et que souhaites-tu » demanda-t-il d'une voix basse, un sourire courbait ses lèvres. « Je crois que je l'ai clairement exprimé plus tôt » répondit-elle, ses doigts traçant un motif sur son bras qui envoyait des picotements agréables à travers son système nerveux. Avant qu'Oliver puisse répondre, ils furent entourés de bienfaiteurs lumineux, les séparant momentanément, alors que des cadeaux étaient présentés et des félicitations offertes. Tout au long de la célébration, le regard d'Oliver revenait sans cesse vers Naya, dont l'expression accélérait son rythme cardiaque. Avant de continuer, « Abonne-toi à notre chaîne, ça nous aide beaucoup. » Elle le guida à travers des passages jusqu'à une chambre privée en hauteur. Contrairement aux espaces fonctionnels précédents, cette pièce était confortable, avec un éclairage doux, une grande plateforme de sommeil ornée de tissus scintillants et une fenêtre panoramique taillée dans la roche, offrant une vue imprenable sur le ciel étoilé au-delà du bouclier. « Voici mes quartiers. » Naya expliqua en fermant la porte derrière eux. « Parmi mon peuple, il est traditionnel que les couples nouvellement liés passent du temps seuls, apprenant à connaître l'esprit et le corps de l'autre.
Oliver avala difficilement. Naya, je ne veux pas que tu te sentes obligée à cause de la déclaration de ton père. Elle s'est rapprochée, le regard levé vers lui avec une expression qui mêlait amusement et désir. Oliver Kincaid, est-ce que je te donne l'impression d'une personne qui agit par obligation? Sans attendre de réponse, elle leva la main pour toucher son visage, ses petits doigts bleus traçant la ligne de sa mâchoire. Je t'ai choisi au moment où je t'ai vu te dresser contre ceux qui feraient du mal à mon peuple. Tout depuis n'a fait que confirmer ce choix. Alors que sa main glissait vers l'arrière de son cou, le tirant doucement vers elle, Oliver se laissa aller à la connexion qui s'était établie entre eux depuis leur première rencontre. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui commença doucement, mais s'intensifia rapidement, enflammant une passion qui transcendait leurs différences physiques. Oliver se réveilla sous le doux toucher de la lumière du soleil, filtrant à travers la fenêtre panoramique. Pendant un instant, il fut désorienté. La pièce inconnue, le jeu étrange de la lumière à travers la barrière de protection à l'extérieur. Puis il sentit un mouvement contre sa poitrine et baissa les yeux pour voir Naya recroquevillée contre lui. Ses cheveux argentés se répandaient sur sa peau. Sa forme bleue montait et descendait à chaque respiration paisible. Les événements de la nuit précédente revinrent en mémoire. Leur connexion passionnée, la compatibilité surprenante de leur corps, malgré leur physiologie différente. La façon dont sa peau avait émis une douce lueur au sommet de leur intimité. Ce qui avait éveillé sa curiosité et son attraction s'était transformé en quelque chose de profond. Une connexion qui transcendait leurs différences physiques. Comme si elle percevait ses pensées, Naya s'agita et leva les yeux vers lui. Ses yeux violets brillaient à la lumière du matin. « Tu penses très fort », murmura-t-elle, un sourire jouant sur ses lèvres. Désolé, Oliver a interrompu pour traiter ses mots. « Attends, tu peux entendre mes pensées ?» Naya commença à dessiner le tissu scintillant autour d'elle. Pas précisément, mais je sens des impressions, des émotions, plus clairement qu'avant. Elle étudia son visage. C'est inattendu. Le rituel de liaison ne crée généralement pas une connexion aussi forte avec un nom lumineux. « Rituel de liaison », répéta Oliver. « Je pensais que nous étions justes, vous savez. » Son rire musical remplissait la chambre. « L'union physique en fait partie, oui. Mais pour mon peuple, c'est aussi un mélange d'énergie. » Elle traça un motif sur sa poitrine, laissant une sensation de picotement dans son sillage. « Votre espèce est remarquablement compatible avec la nôtre. Plus que nous aurions pu anticiper. » Avant qu'Oliver puisse répondre, un son urgent de carillon remplit la pièce. Naya se leva immédiatement, enroulant le tissu autour d'elle alors qu'elle se dirigeait pour toucher un panneau sur le mur. Le visage du chef Terran est apparu sur un petit écran. « Fille, amène immédiatement ton compagnon humain au centre de commandement, » dit-il sans préambule. « Nous avons des visiteurs. » L'écran s'est éteint avant que l'un ou l'autre puisse répondre. Son expression était un mélange de préoccupation et de curiosité. Nous devrions nous dépêcher. Ils s'habillèrent rapidement. Oliver dans sa combinaison et Naya dans une version plus pratique de sa tenue habituelle. Une tunique ajustée et des leggings en le même matériau doré bronze, bien qu'elle accentuât encore ses courbes d'une manière qui le distrayait momentanément. « Concentre-toi, Oliver », dit-elle avec un sourire complice. Et il réalisa qu'elle avait effectivement perçu son admiration. Cette histoire de connexion pourrait prendre un certain temps pour s'y habituer. Il murmura alors qu'il se dépêchait à travers les couloirs. Le centre de commandement était une ruche d'activité lorsqu'ils arrivèrent. Les techniciens de Luminori se déplaçaient entre différentes stations, surveillant des écrans qui montraient différentes vues du canyon en contrebas. Le chef Terran se tenait au centre, consultant ses conseillers. « Les nouveaux mariés sont arrivés », dit-il, son ton suggérant des affaires plus urgentes que de taquiner. Il désigna l'un des écrans plus grands. « Regarde ». Les yeux d'Oliver s'élargirent. Un élégant vaisseau argenté avait atterri dans le canyon. C'est un design indéniable. Un croiseur diplomatique de patrouille galactique. À côté, les forces Freshti s'étaient retirées. Leurs armes abaissées, mais toujours visibles. Mon signal de détresse, Oliver réalisa qu'ils avaient en fait répondu. En effet, le chef Terran a confirmé qu'il demandait à parler avec quiconque avait envoyé le signal. Oliver ressentit un élan d'espoir. La patrouille galactique était connue pour son application stricte de la protection des droits des indigènes. S'il pouvait documenter la tentative de destruction rectifiée de la colonie luminaire, la corporation ferait face à de sévères pénalités. « Je devrais descendre pour les rencontrer », dit-il. « Je vous accompagnerai », déclara Naya.
son ton ne tolérant aucun argument. Le chef Terran hocha la tête. « Oui, mais d'abord, il y a quelque chose que vous devriez tous les deux voir. » Il se tourna vers l'un de ses conseillers. « Montrez-leur. » Le conseiller les conduisit à travers une série de passages qui descendaient profondément dans la montagne. Bien en dessous des quartiers de vie et des espaces publics, Oliver avait vu jusqu'à présent. L'air devenait plus frais et les passages plus larges jusqu'à ce qu'ils émergent dans une vaste caverne qui coupa le souffle d'Oliver. Dominant l'espace se trouvait un énorme vaisseau, élégant et raffiné malgré son âge évident, avec une coque qui scintillait d'une qualité irisée semblable à celle de la barrière de protection. Il mesurait au moins 300 mètres de long, avec des lignes gracieuses qui suggéraient à la fois vitesse et puissance. « Le tisseur d'étoiles », dit le chef Terran d'une voix révérente. « Le vaisseau qui a amené nos ancêtres dans ce monde il y a 5 générations. » Oliver regardait avec émerveillement. « C'est magnifique, mais pourquoi me montrer cela maintenant ? » « Parce que cela pourrait être notre salut, » répondit le chef. « Le bouclier ne tiendra pas éternellement. Vrekti a déjà appelé des renforts, des navires avec des armes capables de percer nos défenses. Mais la patrouille galactique peut aider, oui, mais la politique avance lentement et les entreprises ont de l'influence. Nous avons besoin d'options. » Le chef Terran se tourna pour faire face à Oliver directement. « Le tisseur d'étoiles est resté dormant pendant des générations. Notre connaissance de ces systèmes s'est estompée avec le temps. Mais vous, un mécanicien humain ayant accès à notre colonne de connaissances, pourriez être en mesure de la raviver. » Oliver s'approcha du vaisseau en faisant glisser sa main le long de sa coque lisse. « Même si je le pouvais, où irais-tu ? Il y a d'autres mondes, » dit Nia en venant se tenir à ses côtés. « Des planètes inhabitées où nous pourrions établir un nouveau foyer, libre de ceux qui voudraient nous exploiter. » Oliver ressentit une douleur à l'idée que Nia parte. Leur connexion était nouvelle, mais déjà précieuse pour lui. Comme si elle percevait son inquiétude, elle glissa sa petite main dans la sienne. Ou peut-être, ajouta-t-elle doucement, pourrions-nous trouver un endroit où les humains et les luminaries pourraient vivre ensemble ? Le moment fut interrompu par une autre alerte sonore. L'adjoint vérifia un petit appareil, puis leva les yeux avec inquiétude. « L'envoyé de la patrouille galactique devient impatient, rapporta-t-il, et des vaisseaux de type épave entrent dans le système. 3 croiseurs lourds armés pour le combat. » L'expression du chef Terran se durcit. « Nous manquons de temps. Oliver Kincaid, nous aideras-tu » Oliver regarda le chef, puis Nia, avant de revenir à ce magnifique navire. En l'espace de 2 jours, il était passé d'un simple mécanicien à un défenseur d'une civilisation extraterrestre, lié à la fille du chef, et maintenant potentiellement la clé de leur survie. C'était écrasant, mais d'une certaine manière, cela semblait juste. « Je ferai tout ce que je peux », a-t-il promis. « Mais d'abord, parlons à la patrouille galactique. Ils doivent savoir ce que Vrekti fait ici. » Alors qu'ils se dépêchèrent de retourner à la surface, Oliver sentit la présence de Nia dans son esprit. Pas intrusif, mais réconfortant. Une chaude certitude que quels que soient les défis à venir, ils les affronteraient ensemble. Humains et luminaires, unis par quelque chose de plus fort que ce que chacun avait anticipé. L'envoyé de la patrouille galactique se tenait au pied de la montagne, flanqué de 4 officiers dans les uniformes distinctifs argent et bleu de la force de maintien de la paix interstellaire. Oliver reconnut l'insigne sur le col de la facture, commandant de première classe, alors que lui et Nia s'approchèrent par une petite ouverture dans la barrière de protection. « Je suis le commandant Pax Hendrix de la patrouille galactique », annonça l'envoyé. Une femme humaine grande, à la peau foncée, avec des cheveux coupés courts et des yeux perçants. Elle se tenait avec l'autorité indéniable de quelqu'un habitué à être obéi. « Nous avons reçu un signal de détresse, citant des violations de la loi sur la protection des autochtones. » « C'était moi, » confirma Oliver en s'avançant. Oliver Kincaid, ancien mécanicien pour la Vrekti Resource Extraction Corporation. Le commandant Hendrix leva un sourcil. « Ancien ? J'ai démissionné quand ils ont essayé de démolir un établissement habité. » Oliver répondit en désignant la montagne derrière lui. Les luminaries vivaient ici depuis des générations. Vrekti le savait et a essayé de les éliminer quand même. Le regard du commandant se tourna vers Nia, qui se tenait fièrement à côté d'Oliver, malgré sa petite taille par rapport aux 2 humains. « Et vous êtes ?» Nia, fille du chef taurin, gardienne du savoir du luminaire, répondit-elle.
sa voix musicale résonnant clairement dans le canyon, et fit d'Oliver un conquête. Oliver sentit la chaleur monter à son visage face à la franchise de sa déclaration, mais il ne la contredit pas. Au lieu de cela, il posa sa main sur son épaule, un geste qui semblait à la fois protecteur et intime. L'expression du commandant Hendrix resta neutre, mais Oliver pensa percevoir une lueur de surprise dans ses yeux. « Je vois, la situation semble plus complexe que ce que nos rapports initiaux indiquaient. » Du côté recto du canyon, un groupe s'est approché, dirigé par un alien grand et maigre, avec une peau vert grisâtre et plusieurs tiges oculaires. Oliver le reconnut comme le directeur Malk, le superviseur régional des opérations Vrekti. « Commandant Hendrix !» appela le directeur, sa voix modifiée artificiellement pour sembler agréable. « Quelle chance que la patrouille soit arrivée. Nous avons affaire à un cas sérieux de sabotage d'entreprise et de vol de technologie propriétaire. » Oliver se tendit, mais Nia lui serra la main, envoyant une vague de calme à travers leurs liens. « Laisse-le parler. » Ses pensées murmuraient dans son esprit. La vérité a son propre pouvoir. Le commandant Hendrix se tourna vers le directeur Recti. « Expliquez. » Cet humain, Malk pointa un doigt long et articulé vers Oliver, était employé par notre corporation. Il a volé un véhicule de l'entreprise, accédé à des zones restreintes sans autorisation et a apparemment aidé une espèce primitive à activer une technologie dangereuse qui menace notre opération minière légalement autorisée. Primitive ? La voix de Nia perça l'air comme une lame, ses yeux violets scintillants. Sans un mot de plus, elle leva la main et une portion du bouclier au-dessus d'eux se déplaça, formant des motifs géométriques complexes qui ondulaient d'énergie. Le commandant Hendrix regardait avec un intérêt non dissimulé. « Cela ne me semble pas primitif, directeur. »« Technologie volée », insista Malk. « Nos scientifiques recherchent une manipulation d'énergie similaire depuis des années. »« Cet humain leur a clairement fourni des conneries, » interrompit Oliver. « Commandant, les Luminaries ont une technologie bien au-delà de tout ce que possède Recti. C'est pourquoi la corporation veut qu'ils disparaissent, pour exploiter cette montagne sans témoin. » Le regard du commandant se déplaça entre les deux parties. « Ce sont des allégations sérieuses des deux côtés. Je devrais mener une enquête formelle avant. Nous n'avons pas le temps pour des procédures bureaucratiques. » intervint Oliver, recevant un regard sévère de Hendrix. Recti a appelé des renforts, 3 croiseurs lourds avec des armes capables de pénétrer le bouclier luminaire. Ils seront ici dans quelques heures. « Est-ce vrai, directeur ?» demanda Hendrix. Les yeux de Malk se sont agités. Nous avons demandé des forces de sécurité supplémentaires. Oui, il s'agit d'une revendication minière précieuse et nous avons le droit de protéger nos actifs, pas au détriment d'une population autochtone, a rétorqué le commandant. Indigènes ? Malk se moqua. Ce sont des intrus, tout comme nous. Scannez la montagne. Leur vaisseau est toujours enfoui à l'intérieur. Ils se sont écrasés ici, il y a quelques générations. Cela ne constitue guère un statut indigène selon la loi galactique. Oliver sentit son cœur se serrer. Le directeur avait techniquement raison. La loi sur la protection des autochtones avait des critères spécifiques concernant la durée pendant laquelle une espèce devait habiter un monde pour être éligible à la protection. Naya, cependant, semblait imperturbable. Nous avons vécu en harmonie avec ce monde pendant 5 générations, ne prenant que ce dont nous avons besoin, redonnant là où nous le pouvons. Que fait votre entreprise, directeur ? Dépouiller le monde de ses ressources et passer au suivant ? C'est ce qu'on appelle le progrès, petit. Malk répondit de manière condescendante. Oliver ressentit une montée de colère, mais avant qu'il ne puisse répondre, le commandant Hendrix leva la main. Assez, j'ai entendu suffisamment pour justifier une enquête complète. Elle se tourna vers ses officiers, établissait un périmètre autour de la colonie luminaire. Aucun personnel Recti ne doit s'approcher jusqu'à nouvel ordre. Vous ne pouvez pas faire ça, protesta Malk. Nous avons des droits miniers qui sont suspendus en attendant l'enquête sur les violations de la loi sur la protection des autochtones. Hendrix répondit calmement, directeur de la procédure standard. Je vous suggère de coopérer pleinement. Alors que le contingent Recti se retirait en grognant, le commandant Hendrix se tourna de nouveau vers Oliver et Naya. Maintenant, j'aimerais voir ce vaisseau et parler avec vos dirigeants. Et Monsieur Kincaid, j'aurais besoin d'une déclaration complète de ta part. Ils ont conduit le commandant et 2 de nos officiers à travers la barrière de protection. Alors qu'ils marchaient, Oliver sentit les pensées de Naya effleurer sa conscience. Elle est compréhensive, mais liée par des règlements. Nous devons lui montrer tout. La colonne de connaissances, le tisseur d'étoiles, tout ça.
D'accord, pensa Oliver, tout en s'émerveillant encore de la façon dont leur communication mentale semblait si naturelle après seulement un jour de lien. Le chef Terran les a rencontrés à l'entrée principale de la ville montagneuse, saluant le commandant Hendrix avec une dignité formelle. « La patrouille galactique nous honore de sa présence », a-t-il dit, bien que je souhaite que les circonstances soient différentes. « Tout comme moi, chef Terran », répondit Hendrix. « Je comprends que votre peuple fait face à une menace imminente. Marchez avec moi. » Invita le chef, les conduisant vers la chambre sacrée abritant la colonne de connaissances. « Il y a beaucoup de choses que vous devriez voir avant l'arrivée des renforts Recti. » Alors qu'il marchait, Oliver sentit la main de Naya glisser dans la sienne. À travers leurs liens, il percevait non seulement son inquiétude face à leur situation, mais aussi une profonde satisfaction quant à leur connexion personnelle, un sentiment qu'il partageait de tout cœur. Malgré le danger, malgré l'incertitude de ce qui arriverait avec la patrouille galactique et les Recti, il ne pouvait pas regretter le chemin qui l'avait conduit à elle. « Je ne m'attendais jamais à trouver une femme lors de cette mission », pensa-t-il, projetant délibérément cette pensée vers elle. Le rire mental de Naya bouillonnait à travers leur connexion, et je ne m'attendais jamais à choisir un partenaire 2 fois ma taille venant d'un autre monde. La vie est pleine de surprises. Alors qu'ils entrèrent dans la chambre sacrée, le professionnalisme de la commandante Hendrix a momentanément fléchi, ses yeux s'écarquillant à la vue de la colonne de connaissances. « Remarquable », dit-elle en respirant. Le chef Terran hocha la tête solennellement. « Ce n'est que le début, commandant. Ce que nous vous montrerons ensuite déterminera le destin de mon peuple et pourrait peut-être changer l'équilibre des pouvoirs dans ce secteur pour toujours. » Le commandant Hendrix se tenait en silence, émerveillé, alors que la massive porte du hangar du tisseur d'étoiles s'ouvrait, révélant le vaisseau ancien dans toute sa splendeur. La coque du navire brillait sous l'éclairage bioluminescent, ses lignes élégantes suggérant à la fois puissance et grâce malgré des siècles de dormance. « C'est extraordinaire », dit-elle enfin, passant sa main le long de l'extérieur lisse. « Je n'ai jamais vu une technologie comme celle-ci, même dans les secteurs les plus avancés. » Les Luminaries étaient autrefois de grands voyageurs parmi les étoiles, expliqua le chef Terran, jusqu'à ce que la nécessité nous oblige à faire de ce monde notre foyer. Oliver observait attentivement l'expression du commandant. Il pouvait presque voir les calculs se dérouler derrière ses yeux, politiques, stratégiques, scientifiques. La technologie luminaire représentait une découverte significative, capable de modifier l'équilibre des pouvoirs dans le secteur. Le directeur Malk avait raison sur un point. Hendrix a finalement dit « Techniquement, vous ne vous qualifiez pas comme autochtone selon les lois actuelles. » Oliver sentit Nia se tendre à ses côtés, sa petite main se resserrant autour de la sienne. Cependant, le commandant continua. « Il existe d'autres désignations disponibles. » Elle se tourna pour faire face directement au chef Terran. Le Conseil galactique a des dispositions pour ce que nous appelons des cultures avancées non indigènes, d'un intérêt scientifique particulier. C'est une désignation rare, accordée uniquement aux sociétés dont la technologie ou les connaissances sont jugées précieuses pour la grande communauté galactique. Et que signifierait cette désignation pour mon peuple ? Demanda le chef avec prudence, bénéficiant d'une protection totale sous la loi galactique. Aucune entité corporative ne pourrait exploiter, développer ou interférer de quelque manière que ce soit avec votre règlement, sans votre consentement explicite. Hendrix fit un geste vers le vaisseau. En échange, le Conseil demanderait un accès limité pour étudier votre technologie sous votre supervision, bien sûr. Oliver ressentit une montée d'espoir à travers son lien avec Nia, mais aussi de la prudence. Cela semble trop beau pour être vrai, pensa-t-il à elle. Peut-être, répondit-elle, mais les humains nous ont déjà surpris auparavant. Avant que le chef Terran puisse répondre à l'offre du commandant, Oliver s'avança. Il y a une autre option à considérer, dit-il, une qui pourrait bénéficier à tout le monde encore plus. Tous les regards se tournèrent vers lui, y compris le regard violet curieux de Nia. « Que diriez-vous si nous établissons la première colonie humaine conjointe de luminaires ?» proposa Oliver. « Je suis un citoyen de la Terre, qui exerce une influence considérable au sein du Conseil galactique. Si je demandais formellement des droits de colonisation aux côtés de la luminaire, cela créerait un précédent juridique, une colonie multi-espèces avec un statut protégé. » Le commandant Hendrix leva un sourcil. « C'est peu orthodoxe, monsieur Kincaid. Trouver son partenaire de vie lors d'une mission pour réparer des régulateurs atmosphériques l'est aussi.
Oliver répondit avec un sourire, serrant la main de Nia. Mais parfois, l'inhabituel fonctionne mieux que quiconque n'aurait pu le prévoir. Le commandant les étudia un moment, puis hocha lentement la tête. Cela pourrait fonctionner. Une colonie conjointe tomberait sous plusieurs traités de protection, y compris les considérables pactes de défense militaire de la Terre. Vrekti n'oserait pas contester cela, et cela nous donnerait une voix au Conseil galactique par l'intermédiaire de nos partenaires humains, réfléchit le chef Tauren en se frottant le menton pensivement. Partenaire de plusieurs manières, semble-t-il, observa Hendrix en jetant un coup d'œil entre Oliver et Nia avec un léger sourire. Une alerte soudaine retentit de l'un des officiers du commandant. Commandant, des renforts Rekti sont entrés dans le système. 3 croiseurs lourds s'approchent rapidement. Il est temps de prendre une décision, dit Hendrix d'un ton grave. Je peux offrir une protection temporaire, mais sans désignation officielle. Mon autorité est limitée. Le chef Tauren regarda sa fille, puis Oliver, puis de nouveau le commandant. Nous acceptons les 2 propositions, la désignation scientifique pour la protection et le statut de colonie conjointe. Il posa une main sur l'épaule d'Oliver. Cet humain a prouvé qu'il était digne de notre confiance. Si d'autres de son espèce souhaitent se joindre à nous en harmonie, ils sont les bienvenus. Excellent, répondit le commandant Hendrix, activant son dispositif de communication. Je vais notifier immédiatement le quartier général de la patrouille galactique et demander des vaisseaux supplémentaires. Elle se tourna vers ses officiers, établissait un périmètre défensif. Si ces croiseurs Rekti font le moindre mouvement agressif, ils répondront de toute l'autorité de la patrouille. Alors que le commandant et son équipe se déplacent pour sécuriser la zone, Oliver se retrouva seul avec Nia et le chef Tauren à l'ombre de l'ancien vaisseau spatial. « Vous continuez à me surprendre, Oliver Kincaid », dit le chef avec un sourire chaleureux. « Lorsque j'ai proposé ma fille comme votre compagne, je n'avais aucune idée que vous apporteriez un changement aussi dramatique à notre peuple. » Oliver sentit son visage s'empourprer. « À ce sujet, monsieur, dans la culture humaine, nous avons généralement des cérémonies plus formelles pour de telles unions. Souhaitez-vous rejeter le lien que le chef Tauren a demandé ?» Son expression devint soudainement préoccupée. « Non, » répondit Oliver rapidement, ressentant l'anxiété momentanée de Nia à travers leur connexion. « Tout le contraire. J'espérais que nous pourrions avoir une cérémonie qui honore nos 2 traditions. Quelque chose qui symboliserait non seulement notre union personnelle, mais aussi le rapprochement de nos peuples. » Le visage du chef s'illumina d'un large sourire. « Une sage suggestion. Cela sera fait. » Il classa l'avant-bras d'Oliver dans une prise de guerrier. « Tu as apporté l'honneur à nos 2 peuples, fils de la Terre. » Sur ce, il partit pour aider le commandant Hendrix, laissant Oliver et Nia seuls à côté du tisseur d'étoiles. Une colonie conjointe, Nia Mew le regarde avec des yeux pétillants. « Tu continues à penser de manière à me surprendre. » Oliver haussait les épaules. Cela semblait juste logique. Je n'allais pas te laisser et je pensais que d'autres humains pourraient apprécier la chance d'apprendre de ton peuple. Il sourit. De plus, j'ai toujours voulu être un fondateur de colonie. Ça sonne mieux sur un CV que technicien en réparation de régulateurs atmosphériques. Le rire musical de Nia résonna dans la vaste chambre. Et qu'en est-il de cette cérémonie humaine que vous avez mentionnée? Est-ce très différent de notre rituel de liaison? Eh bien, dit Oliver en la prenant doucement dans ses bras, il y a généralement plus de vêtements impliqués. Pour commencer, comme c'est terriblement inefficace, taquina-t-elle en se mettant sur la pointe des pieds pour effleurer ses lèvres contre sa mâchoire. Peut-être devrions-nous effectuer une comparaison approfondie de nos traditions, à des fins de recherche culturelle, bien sûr. Bien sûr. Oliver acquiesça solennellement, bien que le désir qui scintillait à travers leurs liens contredise son ton sérieux. Une recherche très importante. Leur moment de jeu fut interrompu par le bruit lointain des moteurs de navires. Pas le grondement sinistre des croiseurs Rekti, mais le bourdonnement distinctif des vaisseaux de patrouille galactique arrivant en force. Il semble que votre commandant travaille rapidement, observa Nia. Oliver hocha la tête vers l'entrée où le chef Thorn revenait avec des anciens luminaries en tenue cérémonielle. Le Conseil a approuvé la désignation de protection et la proposition de colonie conjointe, annonça le chef. Une cérémonie de liaison formelle entre vous 2 sera le symbole parfait de notre nouveau départ. Ses yeux brillaient d'enthousiasme. À moins que vous ne souhaitiez reporter la célébration? Oliver regarda Nia, ressentant la profondeur de leur connexion.
Un lien qui s'était formé en quelques jours mais qui semblait aussi solide que s'il avait existé depuis des années. À travers leur lien mental, il ressentait sa certitude en réponse, sa joie, et quelque chose de plus profond qui transcendait leurs différentes espèces et cultures. Aucun report n'était nécessaire lorsque Oliver répondit, incapable de retenir le sourire sur son visage. « Je pense que nous avons tous les deux attendu assez longtemps. » 3 mois plus tard, la colonie conjointe de luminaires humains prospérait. La ville montagneuse s'était étendue, avec de nouveaux logements taillés dans la falaise, pour accueillir la première vague de colons humains, des scientifiques, des ingénieurs et des spécialistes des échanges culturels, désireux d'apprendre de leurs voisins à la peau bleue. Le Star Weaver a été partiellement réactivé grâce à l'expertise mécanique d'Oliver, combinée à des connaissances luminescentes. Maintenant servi à la fois comme un établissement de recherche et un puissant moyen de dissuasion pour quiconque pourrait menacer la colonie. La Vrecti Corporation s'était complètement retirée du système, après avoir fait face à de sévères sanctions du Conseil galactique pour leur tentative de destruction d'une culture avancée d'un intérêt scientifique particulier. Leurs droits miniers avaient été révoqués et réaffectés à une coopérative humaine de luminaires qui employait des méthodes d'extraction durables. Dans leur quartier privé, perché dans la montagne, surplombant la colonie florissante en contrebas, Oliver et Nia se tenaient enlacés, regardant les lunes jumelles se lever à l'horizon. « As-tu déjà imaginé ce résultat quand tu as vu ces petits extraterrestres bleus courir le long des parois du canyon ?» demanda Nia, sa tête reposant contre sa poitrine. Oliver partit. « Pas en 1 million d'années. J'essayais juste de réparer un régulateur atmosphérique et de respecter mon contrat. » Elle sourit, ses yeux violets brillants d'affection. « Au lieu de cela, tu as trouvé une femme. Fonder une colonie et changer le cours de l'histoire de 2 espèces. » Oliver répondit avec un clin d'œil. « Juste un autre jour dans la vie d'un humain. » Il se pencha pour embrasser sa petite mais puissante épouse sous les étoiles scintillantes. Leur union, née d'une offre inattendue d'un chef, avait fleuri en quelque chose d'imprévisible, mais qu'il chérissait désormais au-delà de toute mesure.